donc remercier nos invités d'aujourd'hui. Alors, il y a un Pierre Gaffier qui est là-bas, je viens vous inviter, oui, à venir. Réalisateur du dernier film, c'était La relativité expliquée aux enfants. Bonjour. Bonjour. Alors, je dis quelques mots. Pardon. Tout par là. C'est tout. Voilà, en tout cas, bienvenue, merci de votre présence. Voilà. Vous saurez tous de la relativité à son film, hein, vous avez vu. Non, mais moi, quand j'ai filmé un petit garçon de 8 ans. Bon, c'était les premiers pas au cinéma, et hier soir, dans le train en arrivant, je me demandais, moi, quand j'avais 8 ans, ce que je voulais faire, et j'ai appelé mes parents, et ils m'ont dit, quand tu avais 8 ans, tu nous disais que tu voulais gagner le Tour de France. À vélo. Et puis un jour, j'ai vu au cinéma le livre de la jungle, Mowgli, et ça a changé ma vie, et je me suis dit, je pense, quand j'étais petit, que je voulais faire des images. Voilà, donc si vous voyez ce film tout à l'heure, je ne sais pas comment vous le recevrez, mais c'est en grande partie parce que quand j'avais 8 ans, j'ai vu un film qui m'a donné envie d'en faire moi-même. Merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Claude Vallée, qui est ici présent, physicien, hein, qui a accepté très gentiment. Véronique Rigaud, biologiste. Parce que c'est un festival de rencontre internationale sciences et cinéma. Donc en fait, c'est des films qu'on aime bien, c'est pour ça qu'on les choisi. Et en même temps, c'est sur des sujets autour des sujets scientifiques. Donc voilà, on invite des chercheurs aussi à, si vous avez des questions, peut-être de quoi ça parle, etc. Mais en même temps, c'est du cinéma, donc là, vous avez la chance d'avoir un réalisateur, poser des questions, voir aussi comment est fabriqué le film, il y a des acteurs, alors c'est quoi, il y a une équipe, tout ça. Les autres films aussi, hein, de toute façon, vous allez voir, quand vous allez voter, bah, vous allez voter pour quoi? Pour un film qui est déjà plus aussi dans l'imaginaire, ce que ça raconte, voilà, laissez-vous porter par votre sensibilité. Hein. Donc peut-être quelques mots de présentation avant de lancer la séance, Claude et Véronique. Bonjour, moi je suis biologiste cellulaire, donc ça ne parle peut-être pas trop, et on va essayer de réagir aux différents films qu'on va voir avec vous. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions scientifiques que vous avez. Moi-même, je suis physicien des particules, donc je travaille sur les grands accélérateurs de particules comme celui du CERN, qui a découvert le boson de Higgs. Voilà, alors si à la fin du film vous avez encore l'impression de ne pas tout comprendre de la relativité, j'essaierai de vous expliquer, de donner quelques éléments supplémentaires. Voilà, mais il n'y a pas que pour ce film. Il n'y a pas que pour ce film. Il y a d'autres films où, voilà, rebondissez simplement. Et Véronique aussi, il y a des films comme ça où elle pourra apporter son regard en tant que chercheuse. Mais aussi en tant que. Aussi sur le film, hein, c'est pas. Mais aussi un film sur les rayons. C'est un film sur les rayons cosmiques, voilà. Alors c'est des courts-métrages très différents. Alors, ça fait un peu moins d'1 heure. Voilà. Et ensuite on a du temps pour échanger. Donc je vous souhaite je crois que j'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne projection. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Le réalisateur du dernier film, Claude Vallée, physicien. Vous êtes resté jusqu'au bout. Vous avez peut-être déjà l'idée du film pour lequel votre film préféré, ne le dites pas. Hein. Bon, je rappelle, vous pouvez voter là, en sortant. Quelles questions? Oui, c'est toujours par rapport au troisième film.
Lequel? Et Tempête, c'est quoi? Le titre. 20 Hertz. Non, c'est pas comme ça. Tu peux filmer. Oui, en fait, je comprends pas ce qui est filmé. Comment c'est fait? Qu'est-ce qui est filmé? Qu'est-ce qui est filmé? Alors, il y a un physicien. Je peux expliquer ce que j'ai compris. Ouais. Ce qui est filmé, en fait, c'est une retranscription visuelle et sonore de ce qu'on appelle un orage magnétique. Un orage magnétique dans la haute atmosphère, c'est quand vous avez... donc c'est une perturbation du champ magnétique terrestre. La Terre a un champ magnétique qu'on appelle du sol. Mais quand vous avez des éruptions solaires qui envoient dans l'espace des particules, et en particulier des plasmas de particules, c'est-à-dire des mélanges de protons et d'électrons qui atteignent la Terre, ces particules perturbent le champ magnétique terrestre. Et donc ce que j'ai compris, c'est que le film, on enregistre les perturbations du champ magnétique, et on les retranscrit sous forme de son, par une simple transcription, et le son lui-même, par un algorithme, enfin par un programme, on crée des effets visuels qui accompagnent les effets sonores. C'est ce que j'ai compris un peu dans le mécanisme. Donc ça vous donne une idée un peu de la variabilité de cet orage magnétique et du type de perturbation qui est faite dans l'atmosphère par rapport à ça. Ça peut influencer sur les... Enfin, tout ce qui est... Alors voilà, c'est ça, c'est le problème de ces orages magnétiques, c'est que ça influence effectivement les communications qui sont faites par radio. D'accord. Ce sont des artistes qui utilisent beaucoup des données scientifiques pour après en faire quelque chose de plus artistique, mais ils parlent de données réelles scientifiques. Là, je crois que c'était la NASA. Et pourquoi le titre 20 Hz alors? Alors 20 Hz, je pense que c'est parce que c'est retranscrit. Les sons étaient relativement graves. 20 Hz, c'est le domaine des sons graves. C'est la limite basse de perception de l'oreille. Je pense qu'il n'y avait pas que des sons graves, hein, d'ailleurs. Il y avait d'autres sons plus étonnants. Je ne sais pas exactement pourquoi il a. Vous avez tout compris de la relativité pour les enfants. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y arrivera pas quelque chose de public chez sa grand-mère? Moi, je crois que j'ai compris. C'est parce que le wagon-restaurant, il est à l'avant du train. Quand ça s'arrête, on regarde, il descend, il doit revenir vers l'entrée de la gare, on fait la même. C'est ça, là. Quand j'ai écrit le scénario du film, en fait, j'ai imaginé que Albert Einstein prenait une bière avec Marcel Pagnol dans un bar et se disait mais comment tu expliquerais la théorie à ton fils? Donc j'ai essayé de faire un mélange de quelque chose qui soit un peu crédible scientifiquement. Mon papa était prof d'électronique et pour moi j'étais très très mauvais. Je connais les sciences m'embêtaient beaucoup et donc dans le film j'ai essayé de mettre un peu de science mais aussi un peu de poésie. Parce qu'en fait, quelqu'un m'a fait remarquer un jour dans une projection que mais comment un papa peut-il oublier de faire quelque chose pour son petit garçon 2 jours avant l'école? Et voilà, c'est quelqu'un qui avait, entre guillemets, rejeté, entre beaucoup de guillemets, qui avait rejeté le film à cause de ça. Et en fait, je n'ai pas répondu tout de suite, mais je me suis dit que c'était sûrement, surtout que le papa fait la sieste au début, que inconsciemment, peut-être que le papa cherchait un moyen pour rentrer en contact avec son fils. Moi, ma compagne, par exemple, elle a un grand enfant, et ils se chamaillent souvent. Et 1 heure après leur chamaillerie, l'enfant vient faire écouter à sa maman une chanson de Section d'Assaut, du groupe Section d'Assaut, sur la maman. Et puis quand il se dispute avec son papa, il fait écouter Stromae, Papa t'es où, papa où t'es. Et dans le film, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'un papa cherche à communiquer avec son fils par la science. Ça va? T'as confiance en papa? Avant, c'était abracadabra. Et maintenant, c'est E égale MC2, mais je pense que c'est toujours un peu les mêmes choses.
Et alors, je sais que je prends des risques, surtout à côté d'un éminent scientifique, que la description de la relativité soit un peu bancale. Mais je me souviens que moi, quand j'étais à l'école, il y avait une part de poésie que j'aimais beaucoup dans les sciences. D'ailleurs, je pense que si Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince, c'est sûrement parce qu'il était aviateur. Je suis sûr que des poètes purs n'auraient pas pu écrire Le Petit Prince. Que dans la vie, il faut être un peu scientifique, avoir l'esprit un peu rigoureux et avoir l'esprit aussi un peu rêveur. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer entre le rappel et le garçon. À un moment d'ailleurs, j'ai failli appeler le film E égale CM2. On le voit, mais c'était très tentant. Hein. C'était très tentant, mais oui, comme ça, voilà. Mais vous dites que c'est pas bancal en fait, parce que vous avez identifié les deux aspects fondamentaux, les deux conséquences principales de la relativité. C'est la relativité de la perception du temps, de la vitesse, et cette énergie de masse dont on vient encore beaucoup. Et alors je ne sais pas si... Moi, en fait, pour le comprendre de façon intuitive, c'est peut-être moins poétique, mais je pense qu'on comprend mieux sur un tapis roulant. Quand vous prenez, vous savez, les tapis roulants très longs qui sont là pour parcourir le grand couloir, quand vous prenez un tapis roulant, que vous marchez dessus pour aller plus vite et vous arrivez plus vite au bout. Mais en fait, dans le cadre de la relativité, si ce tapis roulant allait à une vitesse proche de la lumière, même en marchant dessus, vous arriveriez au même moment au bout. Et ça, c'est parce qu'il y a une vitesse maximale, celle de la lumière, qu'on ne peut pas dépasser. Donc si déjà par rapport au couloir, on va à la vitesse de la lumière, même si on marche par rapport à ça, je faisais la façon de matin, vous ne pourrez pas aller plus vite, vous arriverez au même moment. Et ça en fait deux conséquences très importantes. C'est que le fait qu'il y ait cette constante, cette vitesse de la lumière, en fait c'est une vitesse qu'on ne peut pas dépasser, ça a une conséquence qui n'est vraiment pas du tout intuitive, c'est que la perception du temps dépend de l'observateur et du fait d'avancer ou non. Autrefois, le temps, on pensait que c'était quelque chose de complètement absolu, c'est-à-dire que le temps était le même pour tout le monde, il s'écoulait à la même vitesse pour tout le monde, et en fait, dans le cadre de la relativité, quand on bouge, le temps s'écoule différemment. Et pour vous faire sentir pourquoi, toujours avec l'exemple du tapis roulant, vous imaginez que vous arrivez à la moitié du tapis roulant. Vous avez quelqu'un à côté, dans le couloir, à ce moment-là, qui allume deux lampes en même temps aux deux extrémités du tapis roulant. Mais vous, en avançant sur le tapis roulant, vous allez voir la lampe qui est dans votre direction s'allumer avant celle qui est dans l'autre. Et donc vous pouvez l'interpréter de deux façons. Dans le cadre de la physique classique avant Einstein, on disait, ben en fait, elles ont bien été émises en même temps, les deux lumières, mais comme je vais dans le sens de la vitesse de la lumière, elle va vers moi, elle va plus vite dans cette direction que dans l'autre, que celle qui vient derrière moi, elle va un peu moins vite, elle me rattrape après, donc c'est pour ça que je la vois après. Et ça, c'est l'interprétation classique. Mais dans le cadre de la relativité, non. Comme la vitesse, la lumière, elle va toujours à la même vitesse, quelle que soit la vitesse qu'on a soi-même. En fait, c'est l'inverse. On dit la lumière va dans les deux directions à la même vitesse, mais elle a été mise là plutôt à l'arrière plutôt qu'à l'avant. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et en fait, ce sont les formules de la relativité qui sont correctes. Ce ne sont pas celles de l'intuition classique. Et ça, on le vérifie quotidiennement dans le monde des particules. Alors, l'autre conséquence, c'est cette énergie, c'est que, vous savez, quand on bouge, on a de l'énergie. En fait, c'est la raison pour laquelle, quand on a un accident, il y a des destructions, parce que toute l'énergie qu'on a en soi, elle est absorbée par l'accident. Et cette énergie, c'est E égale M V2, V étant notre vitesse. Et c'est pour ça, V2, ça veut dire que quand on double la vitesse, on multiplie par 4. On fait l'énergie, et c'est pour ça qu'en voiture, quand on va à 50 km/h ou 100 km/h, à 100 km/h, c'est pas 2 fois plus dangereux, c'est 4 fois plus dangereux qu'à 50. Et donc ça, c'est la formule classique. Et la conséquence d'Einstein, c'est qu'en plus de cette vitesse, de cette énergie qui est due à sa propre vitesse, même quand on est au repos,
on a en fait en soi une énergie énorme qui, elle, aime notre masse multipliée par C2. C'est plus notre vitesse à nous, parce qu'elle est nulle, on est beaucoup, mais la vitesse de la lumière. Donc c'est pour ça que c'est une énergie vraiment énorme. Et cette conséquence, elle est indépendante de quoi en effet, c'est vraiment lié à cette structure d'espace-temps et cette correspondance, transformation des vitesses et des temps quand on est au repos ou en mouvement. Et ça, c'est aussi une résolution, bien sûr, de penser que la masse et l'énergie sont équivalentes et que le fait simplement d'avoir de la masse, ça correspond à une énergie. Bon, vous en connaissez toutes les applications, mais les applications auraient pu exister sans la théorie, hein, parce que les applications sont liées à des phénomènes physiques, où effectivement de la masse se transforme en énergie, des intégrations radioactives, mais on aurait pu les mettre en jeu sans même avoir la théorie derrière, d'une certaine façon. Et alors, du côté biologique, donc je me prends derrière nous. Merci. Biologie. Il y a peut-être un film, je pense à Planète Z par exemple. Vous vous souvenez de ce film-là avec les plantes qui. Comment il est fait d'après vous, ce film? Les plantes qui poussent là. Vous êtes souvenez? C'est une orange qui mouille. Alors, c'est l'idée. Orange, je ne sais plus. Oui, il y a une orange qui moisit. Voilà. Oui. Des oranges, champignons, tout ça. Et comment tu fais? C'est en accéléré. Ça, bravo. En accéléré. En fait, c'est une image toutes les, je ne sais pas combien de minutes. Ça a pris une image toutes les combien de minutes, et après, en fait, du coup, ça a fait accélérer. Et alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce film? Est-ce qu'il y a des choses fausses? Enfin, pas vraies? Est-ce qu'on pourrait... Les étoiles derrière l'orange. Les étoiles derrière l'orange. Je ne sais même pas. Merci. Oui. Alors, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Effectivement, la grosse orange, les planètes, quoi. Une orange, absolument. Et après, c'est des molécules, effectivement. Et alors, c'est des images accélérées. Et le son, c'est le son des choses qui se passent. C'est le son de tout ce qui voilà, ces plantes, tout ça, ces champignons. Alors en fait, c'est effectivement l'image par image. Ensuite, tout le son a été recomposé en fait. Hein. C'est pas le spéciaux du monstre suceur de cerveau géant. Vous n'avez pas posé de questions sur ce film? Redis-moi la formule. E égale MC2. Disons que pour vous poser la question, dans mon film, le seul effet spécial c'était le petit garçon. Et je crois que si le petit garçon n'avait pas été Adrien Drouet, si le petit garçon n'avait pas été entre guillemets à la hauteur, je pense qu'il n'y avait pas de film. Parfois, c'est vrai qu'on peut faire des millions d'effets spéciaux, on peut reprendre, changer les musiques, etc. Si l'humain ne marche pas, ça ne marche pas. Et je me souviens en fait que, ce qui est étrange dans ce film, c'est qu'il s'appelle la relativité expliquée aux enfants, et que ça parle du temps, mais que tout a été très très relatif dans ce film. C'est-à-dire que 2 jours avant le tournage, c'était un autre acteur qui était prévu. Vraiment. Et on a essayé, comment pour l'enfant? Non, même pour le papa. Et on avait fait un dernier essai de costume et de maquillage, etc. Et puis avec le petit garçon, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et j'ai rappelé le comédien que vous avez vu, en plus il s'appelle Dominique Parent. Ça c'est un hasard, c'est un très très bon comédien qui a joué dans un film qui s'appelle Le mystère de la chambre jaune, les aventures de Rouletabille. Et donc il y a eu j'ai changé le comédien principal au dernier moment, et surtout ce qui m'a intéressé aussi, c'est en finissant sur une fin ouverte, c'était aussi de dire qu'on ne sait jamais quand est-ce que les enfants apprennent vraiment les choses. C'est-à-dire que moi, il y a des phrases dont je me souviens encore du lycée, en sciences ou en littérature, et sur le moment, je n'y prêtais pas attention. Et c'est des années après que j'y ai prêté attention.
Et là, le but c'était que le spectateur se dise à la fin, mais est-ce que l'enfant a vraiment compris ce que dit son papa, ou est-ce qu'il a compris l'acte d'amour de son papa, qui a sûrement épluché tout un tas de livres la nuit pour essayer lui-même de comprendre la théorie d'Einstein. Et puis pour le reste, comment on fait un film, celui-là il a une particularité, c'est qu'il a été tourné en pellicule à l'ancienne, et que quand on tourne avec des enfants, à 14h il faut les libérer, ce qui est normal. Donc entre deux prises, Adrien il allumait sa Game Boy, et à 14h on le libérait, et le fait de tourner en pellicule, donc à l'ancienne, ça obligeait à vraiment que tout soit nickel, les éclairages, et que finalement le film a été presque aussi quelque chose de scientifique à faire, même si au final c'est sur la liberté. Mais dans 4 jours, ce film est montré dans le Nevada, à côté de Las Vegas, et je l'ai appris entre-temps, et il me tarde de savoir comment les Américains ont un autre rapport à l'école, hein, je crois. Et il me tarde... Comment ? Il me tarde de savoir comment ils vont prendre ça, parce que je pense qu'un père qui dort en plein milieu de l'après-midi, c'est pas très américain. Et ils n'ont pas le CM2 non plus. Ouais, c'est vrai que ça s'appelle 8e, 11e, 12e. Ah oui, vous avez raison. Je ne sais pas alors comment ça va se passer. Mais voilà, je peux aussi rajouter que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps sur France Inter une animatrice qui disait que qu'il ne fallait plus appeler les écoles maternelles les écoles maternelles, parce que ça donnait une fausse image du rôle du père, et qu'il fallait qu'il y ait des écoles maternelles, des écoles paternelles, etc. Et j'ai trouvé que c'était un peu excessif comme point de vue, mais malgré tout, pourquoi pas, j'ai entendu que une des candidates à la mairie de Marseille a dit ce matin dans le journal « Cette ville a besoin d'une mère ». Pas de politique. Mais voilà, je trouve très intéressant que le fait d'appeler une école l'école maternelle, moi j'ai essayé de faire l'inverse, quoi. J'ai essayé de faire une école paternelle. Montrer comment, montrer une maman un peu énervée et le père qui essaie lui au contraire dans le film de temporiser les choses. Et par le l'axe décalé, humoristique, ouais. C'est un peu des correspondances. Tout à fait. Oui, Galem Sud bien une histoire de famille, quoi. Ça. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer un jour, j'avais jamais pensé, parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire de ma vie, quoi. Enfin, ça, je m'en suis rendu compte après. Il y a quelqu'un qui m'a dit, votre film, il est bizarre parce qu'on a l'impression que c'est grâce à Einstein que le couple va mieux. Et c'est vrai qu'au début, la maman, je voulais volontairement qu'elle ait un blouson de cuir noir. Coucou. Qu'elle ait un petit côté comme ça, très dur, et que le père soit un peu sur la défensive. Et donc, voilà, et que Einstein soit une sorte de médiateur qui fasse la paix dans les familles françaises. Et je voulais, pour prolonger votre question, il y a quelque chose qui me revient maintenant, c'est que le couloir, la fin, quand le petit garçon marche dans le couloir, au début, je pensais qu'on mettrait un son normal avec des cris d'enfants. Et là, on l'a volontairement... c'est un choix qui s'est fait à la fin, dans le montage. On a éliminé tous les sons, juste pour garder les pas de l'enfant, pour qu'il y ait un petit côté, les couloirs un peu comme les couloirs du temps, en fait. Je crois que c'est le nom d'une nouvelle de science-fiction, qu'on se demande, est-ce que c'est un rêve, est-ce que tout ça a vraiment existé. Je pense que ça aurait pu marcher aussi avec les sons normaux, mais c'était un choix un peu onirique. Ça le rend un peu plus inquiétant. Et de voir ce père toujours un peu dormir, un peu immobile, effectivement, ça crée aussi un décalage entre différents temps. On a l'impression qu'il est dans un autre temps. Moi, j'ai une question par rapport à l'enfant. Il
Il a un regard qui est très expressif. Vous le rendez très expressif, je pense. Comment on arrive à capter ça chez un enfant? Parce qu'il interprète l'étonnement. Enfin, d'un regard, on arrive à comprendre. Ça ne doit pas être facile à saisir. Paradoxalement, je crois, sans rien dire. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu Adrien, le petit garçon, je me suis dit, c'est pas lui. Et une amie m'a dit, mais revois-le demain. Et il est revenu le lendemain matin. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, il avait des grosses lunettes. Et il faisait un peu garçon savant, premier de la classe, etc. Et je me dis, c'est tout ce que je vais éviter. Et donc je remercie la personne qui m'a dit d'attendre demain, parce qu'il est revenu le lendemain. Il avait été chez le coiffeur, je crois, et il avait enlevé ses lunettes. Et du coup, je me suis dit, c'est lui, c'est exactement ça. Et j'ai repensé à moi quand j'étais petit, je ressemble un peu à ça. Et à lui. Et donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il ne faut surtout pas embarrasser les enfants sur le tournage. C'est-à-dire qu'il faut leur faire lire le scénario une fois, deux fois, que la maman soit toujours sur le tournage parce que ça les sécurise. Bien sûr. Si, le papa aussi. Mais il faut... il y a du non-dit. C'est François Truffaut qui disait que le plus dur au cinéma, c'était de faire tourner les enfants et les chiens. Mais il y a les animaux. Et il y a une chose de vrai, hein. C'est très juste en fait. On croit que c'est une boutade, mais c'est vrai. Et donc quand on tient un jeune acteur comme ça, il faut essayer de ne pas l'encombrer. Et je pense que des fois on faisait 7 ou 8 prises, on refaisait la scène, etc. Mais ensuite à la salle de montage, on se rendait compte que Nicolas, Adrien, était toujours pareil. Et en fait, il est un peu comme le personnage du film, quoi. C'est-à-dire qu'il comprenait tout. Il comprenait tout, il hochait la tête, etc. Et je me suis dit peut-être qu'il va devenir comédien, mais non, en fait, il s'inscrit en première S. C'est un futur scientifique. Il comprenait tout sauf la relativité. Voilà. Sur le moment, voilà, il comprenait sa Game Boy. Et grâce au film, il a pu rentrer en S. Voilà. Mais il est déjà devenu plus âgé. Oui, mais le film. Voilà, parce que le film a mis plusieurs années, encore une relativité temporelle. Ah bon? Oui, le film a eu plusieurs années. Il a été tourné il y a quelques années, ouais. Je l'ai laissé reposer, puis on a repris, on a changé les musiques. Mais je vois qu'il y a, depuis mon enfance à moi, il y a très peu de choses qui ont changé au niveau du rapport des sciences à l'école. Ce matin, dans ma chambre d'hôtel, j'entendais une femme, j'avais envie de la gifler, sur e-télévision. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces enfants à l'école, des lycéens qui se sont teints les cheveux en vert. Vous n'avez pas vu ça? Vous allez le voir ce soir, je pense, au journal de 20h. Et il y a des lycéens qui se sont teints les cheveux en vert, et il y a une femme ce matin aux infos qui a dit: écoutez, si c'est des gens qui sont en première S et qui se teignent les cheveux en vert, moi ça ne me dérange pas du tout. Sous-entendu, si c'est des littéraires, ça va pas. Voilà. Donc, je crois que moi j'ai grandi avec l'idée que si tu fais pas science, t'es un gros nul. Et ça m'a... Voilà. Et je sais pas si ça a vraiment... C'est peut-être pas le bon festival pour dire ça. Mais je ne sais pas si dans l'inconscient collectif, les choses ont vraiment changé. Je pense que maintenant, oui, il y a des options cinéma en terminale. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que nous, en dehors du festival, on va montrer des films dans les lycées, les collèges. Voilà, donc on essaie de lutter contre tout un tas de préjugés et d'idées préconçues. Voilà, c'est plutôt l'ouverture, l'ouverture à l'imaginaire, du côté des sciences, de l'art. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé la programmation super, très hétéroclite. Oui, effectivement. Merci. Des questions? Je suis sûr que vous en avez. Et il dure... Alors, il dure 10 minutes. Non, parce que sinon, on serait 6 ans, 6 jours pour le tourner et 6 minutes. Mais c'est presque ça. Ça fait 6 ans pour y réfléchir, 6 heures pour l'écrire. Et en fait, tout est né du titre. Un jour, j'étais en voiture, un dimanche soir, et j'ai vu passer, je sais pas, peut-être
monsieur pourrait m'expliquer si ça arrive, ces expressions de déjà vu ou déjà entendu. Et dans ma tête, j'ai lu ou entendu la phrase « la théorie de la relativité expliquée aux enfants ». Et j'avais pas du tout écrit ce film encore. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et pendant des semaines et des semaines, comme j'avais déjà fait un autre film avant, je me suis dit, ton prochain film, quel que soit le scénario, tu l'appelleras La théorie de la relativité expliquée aux enfants, parce que c'est un bon titre. Donc même si ton film est pourri, il aura un bon titre. Et c'est que très tardivement, et je vous assure que c'est vrai, que j'ai décidé de faire un film, un scénario qui ressemble au titre. Alors qu'en général, c'est l'inverse. On cherche des titres qui ressemblent au film. Mais on a tourné en 6 jours. Et quelques semaines après, je crois qu'on a refait des séquences à l'extérieur dans une école. Et en fait, pour être honnête avec vous, il y avait une autre fin de prévu. Voilà. Il y avait une autre fin on voyait le petit garçon rentrer en classe et on entendait la voix de la maîtresse qui disait oui, aujourd'hui il fait très très beau, alors on ne va pas rester en classe, on va aller jouer dehors. Et on voyait Nicolas, le petit garçon, dont le visage se décomposait en disant mais j'ai appris tout ce que m'a dit mon papa pour rien. Et c'est resté des jours et des jours au montage. Et puis un jour on s'est regardé avec la monteuse et on s'est dit ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas du tout. Autant rester sur le doute. Alors je précise, la théorie de la relativité n'autorise pas les prémonitions ni les voyages dans le passé, elle permet uniquement les voyages vers le futur, ce qu'on fait tous les jours. Et il paraît qu'Einstein était un très mauvais prof. J'ai lu. C'est possible, oui, je sais pas. J'ai lu une biographie après. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont mauvais professeurs. Il y en a aussi qui sont très bons professeurs. Mais ça dépend. Je peux imaginer. Je voulais vous poser une question. On ne se connaissait pas tout à l'heure. J'ai lu un entretien il n'y a pas très longtemps dans un quotidien qui disait qu'il y a beaucoup de scientifiques qui, quand ils font leurs études et quand ils travaillent jusqu'à la retraite, sont athées. Et souvent, à la fin de leur vie, voilà, c'est un peu comme la fin de 2001, Odyssée de l'espace. Je pense que ça, c'est pas uniquement les scientifiques. Je pense que c'est tout le monde. Je pense pas que ça soit propre aux scientifiques. Le fait de triturer la matière, les concepts, des fois, à la fin, on n'a pas envie de passer à quelque chose de plus... Alors peut-être qu'il y a plus de gens athées parmi les scientifiques que parmi les autres personnes. Les gens normaux. Pas normaux, non, mais scientifiques, la plupart sont normaux, j'espère. Mais après, la proportion de personnes athées qui devient un peu plus spirituelle ou qui commence à faire de la métaphysique en fin de vie, je crois que c'est la même chez les scientifiques. Je ne pense pas que le fait d'étudier. Enfin, a priori, je ne pense pas, mais je n'ai pas fait d'études sur la question. Alors peut-être que les scientifiques font partie des gens qui s'interrogent aussi. Donc ça peut être aussi. C'est plutôt ça. Donc quand on s'interroge, on cherche des réponses, peut-être aussi plus que quand on ne s'interroge pas. J'ai l'exemple de Christian Leduc, qui a eu un prix Nobel en 1974, qui est un biologiste, et qui est décédé l'année dernière, et qui a écrit beaucoup de livres, notamment des livres sur Dieu, sur la création, etc. Il est athée, et il est resté athée jusqu'au bout, mais il s'est toujours interrogé sur est-ce que c'est possible qu'il y ait autre chose, et comment c'est gouverné. Il s'est interrogé tout le temps. Moi, personnellement, je pense que ce type d'interrogation est complètement indépendant de la démarche scientifique de certaine façon. La démarche scientifique, elle permet, disons, d'éliminer des visions un peu naïves de Dieu. Ça c'est clair, genre créationnisme, ce genre de choses. Mais elle ne permet pas elle est complètement découplée du fond de la pensée métaphysique, de ce que peut être Dieu. Je pense, moi c'est mon opinion personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait une connexion. Voilà, on est en train de décoller. Non, disons, on change de sujet. C'est un décollage en fusée. J'ai une question à poser.
scientifique, monsieur. J'aimerais savoir si, au niveau de la parité homme-femme, madame aussi, si on a autant d'hommes que de femmes qui choisissent des carrières de chercheurs, de scientifiques. On dit qu'ici c'est le cas. Là, c'est pour ça, là, je suis ravie parce que On l'a fait la science. Oui, je crois que ça dépend beaucoup ça dépend des disciplines. Hein, voilà. En Vous avez peut-être un peu plus biologie, sensible. en biologie sur les bancs de la fac, il y a beaucoup de filles, plus que d'hommes. Ça se... Les hommes rattrapent par ailleurs, enfin par après. Continuent peut-être plus longtemps les études que les filles, mais il y a beaucoup plus de femmes. On dit aussi dans les sciences humaines, il y a un peu plus de femmes. En physique, c'est peut-être Alors en physique, dans ce qu'on appelle les sciences dures, traditionnellement, il y a un peu moins de femmes, enfin, il y a moins de filles intéressées au niveau des études. Il y a moins de femmes dans le métier. Mais moi, mon expérience, c'est que quand une femme a les mêmes qualités qu'un homme, enfin, sa carrière, elle est dans l'équipe. Enfin, on ne regarde pas ce genre de critères, quoi. Ça ne joue pas. Enfin, en tout cas, dans mon expérience personnelle, on a des collègues dans mon laboratoire, des jeunes femmes qui sont très fortes physiciennes. Et en plus, il y a, comme un peu partout, quand même une démarche un peu, disons, positive dans ce sens-là, de favoriser, disons, à qualité, enfin, disons, à niveau égal, dans les promotions et autres, on incite toujours, ou dans les compositions de comité, de responsables, on incite toujours à niveau égal. Alors après, comparer les niveaux, c'est difficile, mais à favoriser, en tous les cas actuellement, les femmes. Mais c'est vrai qu'il s'avère qu'au résultat, il y en a quand même moins dans notre domaine, en tout cas, que d'hommes. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut changer du jour au lendemain. Hein. Alors après, expliquer pourquoi, est-ce que c'est vraiment, ça peut être lié à une psychologie de base, peut être lié aussi à un environnement social, il peut y avoir plein de raisons, probablement il y a plusieurs raisons, il n'y en a pas qu'une. Moi? Non, vous l'avez déjà dit. Ah oui. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure. Parce que je n'avais mes lunettes. Ah ben moi j'ai été partagée entre institutrice et astronaute. J'ai fait enseignant-chercheur, donc mais au départ c'est l'enseignement. Parce que chercheur, pour moi, ça ne voulait rien dire. J'avais l'image qu'on a vue dans le film Les suceurs de cerveau, du savant qui, pour moi, chercheur, il naissait savant. Bon, certes, le sujet, mais au départ, non, parce que c'est venu comme ça, c'était pas par rapport aux recherches scientifiques ou quoi que ce soit. Il est là parce qu'on l'a invité, là. Dans le plaisanterie. Il est venu près. Mais on a reçu beaucoup de films. On a regardé, on a fait un choix d'un film qui nous plaisait. Et ensuite, notamment pour cette séance de public, jeunesse, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir composer? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Au départ, il y a un appel à film. On pense, et je précise, un festival de films scientifiques, mais c'est pas comme ça qu'on se définit. C'est-à-dire que science et cinéma, et puis ce et, c'est là-dedans que tout se joue. On ne va pas le replier sur c'est ceci, cela, alors on part un peu dans parfois nos rêveries de ce lien. C'est le cinéma avant tout, après, comment se tisse le lien? Est-ce que c'est scientifique? Bon. Mais en fait, je pense que ça fait sens parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs ou d'artistes qui ont envisagé une carrière scientifique et qui ont bifurqué au dernier moment. Il y a des cinéastes, là j'en ai pas en tête, mais je sais que quand on regarde des biographies, pas Tim Burton évidemment, mais il y a certains cinéastes très connus qui ont fait des études scientifiques assez poussées. Et comme je le disais tout à l'heure pour le Saint-Exupéry, je crois que vraiment l'être humain, pas qu'il a deux cerveaux, mais je pense qu'il
les deux choses, c'est Paul, et que des fois, pour lâcher l'imaginaire, il faut avoir une pensée un peu schématique. Tu comprends? Nicolas, tu comprends? Parce que là, c'est relatif. C'est ça la relativité. Voilà. Les gens qui sont que dans la poésie sans arrêt, souvent ça fait des films ou des poésies qui se regardent un peu le nombril. Et moi, personnellement, je pense qu'on peut avoir une grande source d'émotions esthétiques dans le contact avec la réalité. La réalité au sens phénomène scientifique, en particulier la réalité à laquelle on n'est pas sensible naturellement. C'est un peu l'esprit de certains des films. C'est comme le film Tree of Life, là, Terrence Malick, avec Brad Pitt, qui est sorti il y a 2-3 ans. C'est un film sur on voit des dinosaures, enfin c'est un film qui essaye de recréer la genèse du monde, et c'est un film qui est plein de poésie. On va peut-être en rester là. Donc, vous remercions encore pour votre présence. Vous pouvez toujours voter, et puis je remercie à nouveau Véronique Hugo, Claire Gaffier et Claude Vallée.